Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on fête les 1 an. Et oui, parce que je m'en suis rendu compte il y a 2 3 jours, un peu par hasard, mais ça fait donc 1 an jour pour jour aujourd'hui que j'ai lancé mon concept, ma playlist Impro Ciné Critique, que j'avais mis cette vidéo zéro explicative, et nous voici donc 1 an jour pour jour après, paf, déjà là, pour la 288e vidéo. J'en reviens pas moi-même en fait, voilà. Et c'est comme si c'était hier en plus, c'est passé super vite. Et j'en profite ici en interlude et en introduction, enfin en interlude d'introduction du coup, pour remercier toutes et tous, tous les fidèles et tous ceux qui ont pris le temps de regarder au moins ne serait-ce qu'une fois une vidéo. Bon évidemment ils seront peut-être pas présents sur celle-ci pour entendre mes remerciements, mais le cœur est là. Voilà. Et pour fêter ces 1 an, j'ai décidé de parler d'un film qui me tient à cœur, un film d'enfance, Chéri, j'ai rétréci les gosses. Voilà. Réalisé par Joe Johnston, qui nous gratifiera plus tard de Jumanji, un peu dans la même mouvance. Sorti en 1989 et ce film fêtera ses 30 ans cette année. Du coup, c'est vraiment une vidéo d'anniversaire, hein. Un film qui réunit Rick Moranis, qu'on avait pu voir aussi dans Ghostbusters, notamment à la même époque. Matt Frewer, Marcia Strassman, la regrettée Marcia Strassman, décédée il y a quelques années d'un cancer, je crois. Kristen Sutherland ou encore Thomas Wilson Brown, ainsi que, et ça je vais le mentionner parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sans le vouloir également, Jared Rushton, qui joue le jeune Ron dans le film et qui avait joué dans Big, l'ami de Tom Hanks dans le film. Voilà, donc j'en avais parlé là. Du coup, la boucle est bouclée. Il y a aussi Robert Oliveri qui joue le jeune Salinsky, Nick, qui jouera aussi dans Édouard en main d'argent. Voilà, donc une sorte d'enfant star de l'époque qui peut se targuer d'avoir joué dans deux classiques. Un film des studios Disney et qui est clairement une comédie d'aventure qui, quand j'ai vu ça quand j'étais jeune, très jeune, à la télé, je crois, ça m'a marqué. Et là, en le revoyant, donc ce film d'un regard adulte, j'ai quand même aimé. Pas que par rapport à la nostalgie. Alors certes, c'est très simple, c'est assez enfantin, le scénario est plutôt, on va dire, tout droit. Il n'y a pas beaucoup de surprises, même si quand même, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. C'était quand même pas mal ambitieux. Franchement, ça fonctionne toujours, et même qu'on a une différente lecture avec l'âge. Mais ça, je vais en parler dans l'analyse. Alors, il faut savoir que des films où on a des gens qui rétrécissent, parce que c'est le concept du film, c'est pas la première fois. Il y avait eu le fameux L'homme qui rétrécit dans les années 50, et puis 2 ans auparavant, un film qui s'appelait L'aventure intérieure, réalisé par Joe Dante, qui lui aussi racontait l'histoire d'un homme qui était rétréci, mais vraiment très 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 petit, et qui pouvait visiter l'intérieur d'un corps humain. Bon bref, voilà. Donc cette grande, on va dire, lubie pour le rétrécissement n'était pas nouvelle, puisque c'est une lubie à Hollywood. Donc c'est l'histoire, on va dire assez simple mais intéressante, de deux familles, enfin de quatre enfants issus de deux familles, les Zalinski et les Thompson, qui se retrouvent par erreur réduits à la taille de 6 mm par la machine assez folle de l'inventeur Wayne Zalinski, donc joué par Rick Moranis, un savant un peu fou qui a donc inventé une machine à rétrécir. Et celle-ci, déclenchée par erreur à cause d'une balle de baseball, fait que les quatre enfants se retrouvent tout petits et balancés dans le jardin par le père énervé, etc. Bon bref, par toute série de péripéties que je ne vais pas énumérer ici en détail. Et donc l'aventure commence, les quatre enfants doivent traverser le terrible jardin devenu une véritable jungle amazonienne, plus de 5 km à parcourir, ce qui est beaucoup, parmi les dangers de la faune locale qui s'avère finalement beaucoup plus menaçante qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est sympa, avec en parallèle les parents qui s'inquiètent, qui pensent que les enfants ont fugué ou machin, etc., mais qui se rendent compte que en fait, ils sont dans le jardin, mais ils sont dans le jardin, voilà, hein, de façon un petit peu compliquée. Alors oui, c'est une véritable comédie d'aventure. Et là, on reconnaît la patte Joe Johnston, parce que ceux qui connaissent Jumanji, sorti après, c'est à peu près le même genre de film, quoi. Des enfants un peu dans une menace assez fantastique et tout ça. Et d'ailleurs, la touche Joe Johnston est ici renforcée par la musique d'un certain James Horner qui avait aussi fait la musique
de Jumanji, James Horner, le regretté James Horner, après l'un des compositeurs favoris de James Cameron aussi, qui est décédé il y a 3 ans, je crois, suite à un accident d'avion. Voilà. Et bah, c'est une belle aventure. Alors, à l'époque, les effets spéciaux, pour l'époque, les effets spéciaux étaient plutôt bons. Il y avait beaucoup d'animatroniques, puisque forcément, on s'intéresse à la faune locale. On a des fourmis, des scorpions, des abeilles. Alors, à un moment, il y a une scène d'attaque de scorpions. Bon, c'est un petit peu confus, on va dire ça comme ça, avec le recul, ça a mal vieilli. Mais finalement, ouais, voilà, les animatroniques, notamment de Mimi la fourmi, restent assez crédibles pour qu'on y croit encore aujourd'hui. Et je trouve ça sympa. Et tout ceci bien avant Arthur et les Minimoys et compagnie. Oui, parce qu'il y a eu ça aussi. Niveau rétrécissement, il y a eu cette histoire par Luc Besson, quelques années plus tard. Voilà, donc ça se suit super bien. La relation entre les enfants est compliquée, mais finalement, forcément, devient solidaire face au danger. Il y a pas mal de moments épiques avec la musique qui renforce le tout, vraiment. Et on passe un très bon moment, alors qu'à côté, les parents essayent de se casser la tête pour rétablir la situation. Alors, on pourrait croire que le film est juste une simple aventure épique, comique. Ça l'est, dans un sens, et que les personnages, on s'en fiche un peu. Mais voilà où intervient le second visionnage de l'adulte derrière, et on se rend compte quand même qu'il y a des thèmes intéressants qui sont disséminés ici. Certes, c'est pas approfondi ultimement, mais ça a le mérite d'exister. Bah, par exemple, la relation entre les parents et leurs enfants. C'est assez amusant, parce que chez les Salinsky et chez les Thompson, il y a des soucis de communication, ou des soucis on va dire, de reconnaissance entre les parents et l'enfant, mais de façon totalement inversée. Chez les Thompson, donc, les voisins des Salinsky, l'ado, enfin l'aîné, qui s'appelle Ross, est complètement déconnecté de son père. Son père veut à tout prix qu'il fasse du football, qu'il aille à la pêche avec eux, etc., et qu'il s'intéresse aux choses, sauf que Ross, il s'en fiche, c'est l'ado un peu paresseux de base, et le père n'arrive pas à comprendre son fils, et veut à tout prix lui faire ça, machin et tout, et le fils n'a pas envie. Donc vous avez ce problème de communication assez habituel, voilà, dans beaucoup de familles, et ça traverse les générations. L'enfant n'a pas envie de faire ce que les parents veulent qu'il fasse, etc. Et du coup, bon, machin. Et le fameux père qui veut à tout prix que son fils fasse ci, comme lui, parce qu'il faut que ce soit son image, machin, etc. Bon, bon, c'est intéressant, mais c'est cliché, classique quelque part. Mais en tout cas, c'est plutôt bien dépeint dans l'introduction du film avant que les gamins soient rétrécis. Et de l'autre côté, vous avez le petit Nick Salinsky qui, lui, veut à tout prix être comme son père, et donc c'est le petit génie avec sa blouse qui essaye d'inventer des petits objets, des petites inventions. Sauf que là, c'est l'inverse. Le père s'en fiche complètement de son fils. Alors, pas méchamment, hein, il l'aime, hein, son fils, il n'y a pas de souci. Sauf que le père est tellement omnubilé par son invention et par faire fonctionner les trucs qu'il délaisse totalement son fils, qu'il ne voit pas que son fils essaie d'être comme lui, machin, et de se rapprocher de son père. Voilà. Donc moi, ça m'a touché de voir ça avec le recul comme ça, parce que je vous avoue que le film, j'ai dû le voir une dizaine, une quinzaine de fois dans ma vie, et que j'avais jamais porté ce regard, un regard tel sur les relations parents-enfants présentées ici. Et c'est assez amusant, et ça prouve qu'avec le temps, on gagne de l'expérience, et qu'on peut analyser ou profiter des films d'une façon... avec un regard neuf, et c'est pour ça que c'est aussi ça la magie du cinéma, c'est que quand vous regardez des films, ils évoluent d'eux-mêmes avec l'expérience de la vie que tu peux avoir entre-temps. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un art magnifique, le cinéma. Tu as l'art de la perception. Et tu vas pas regarder un film de la même façon à 15 ans, à 20 ans qu'à 35, voire même à 50 ans. Voilà, donc c'est vraiment riche et ça fait du bien de se rendre compte de cela avec un film qui pourtant apparaît un petit peu comme lambda et juste divertissant. Mais pas que finalement. Voilà. Et on va pas forcément parler des deux autres enfants, donc la grande sœur des Salinsky, Amy, qui est l'ado habituel qui veut sortir avec les garçons et tout, gna gna gna, machin. Le petit frère un peu chiant, ouais, qui est toujours un petit peu là à railler les autres, Ron donc, des Thompson. Bon, eux c'est un peu moins intéressant, mais ça fait quand même des petits conflits aussi entre les Salinsky et les Thompson ou avec leurs parents. Voilà, bon. C'est évidemment la romance aussi qui va naître entre Amy, la grande sœur des Salinsky, et le grand frère Ross des Thompson. Voilà, il fallait un petite touche romantique là-dedans, mais ça c'est Disney, c'était obligatoire. Voilà. Et puis aussi les Salinsky où on sent qu'il y a quelques petites tensions parce que voilà, le mari est trop sur ses inventions, ça ne fonctionne pas, ça va un peu nulle part, les problèmes financiers commencent à s'amonceler, puis l'épouse en a un peu un peu marre, même si elle aime toujours son mari. Et on sent voilà que bon,
Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants, disséminés ici et là, et qu'on regarde avec plaisir, avec un œil adulte. Sinon, donc voilà, c'est un film qui restera important pour moi dans ma fabrication de cinéphile enfant-ado. Et encore aujourd'hui, j'hésite pas à lui placer une bonne note de 8 sur 10. Il y a des choses qu'on mal vieilli, mais côté épique aventureux, ça passe toujours super bien. Les petites touches d'humour sont parfois un petit peu manque de subtilité, mais c'est quand même cool. Et puis ben on se fait un petit voyage là. Il y a un côté Spielberg dans les moments aventureux et tout. Et c'est cool quoi. Puis la musique de James Horner, hein, je le répète, est vraiment bonne là-dedans, meilleure que celle de Jumanji d'ailleurs, je trouve. Et voilà, donc 8 sur 10. Et pour terminer, il faut quand même préciser que ce film aura deux suites. Une dont je garde un bon souvenir, que j'ai revu plusieurs fois, moins que Chérie, j'ai rétréci les gosses, mais que je reverrai sûrement un jour, il y a des chances en tout cas. C'est Chérie, j'ai agrandi le bébé, sorti 3 ans après, je crois. Pas mal du tout, il faudra que je la revoie vraiment, cette comédie-là, parce qu'il y a peut-être des choses à voir et à dire dessus. Et une dernière suite beaucoup plus dispensable, sortie à la fin des années 90, je m'étais tapé ça une fois sur Canal+, et j'avais pas aimé, alors voilà, je devais avoir 17 ans, alors je commençais à être un petit peu en dehors de tout ça. Un film qui s'appelle Chérie, nous avons été rétrécis. Là, c'est les parents qui sont rétrécis. Et qui était sorti en direct to DVD, enfin, direct to VHS à l'époque, je crois. Et je pense même pas que c'est vraiment sorti au cinéma en France. Et je l'ai vu une fois et j'avoue que c'était pas terrible. Ça faisait plus téléfilm en fait. Bon, je sais pas si je le reverrai un jour celui-là. D'ailleurs, encore faudrait-il que je puisse le trouver. Parce que ça va pas être évident maintenant. Bref, voilà. Tout ça pour dire que cette franchise a eu ce succès, a eu aussi je crois des attractions à Disneyland. Bon, bref. Voilà. Peut-être qu'un jour on ira droit à un reboot, remake. Je suis en train d'anticiper quelque chose que je n'espère pas voir arriver. Mais bon, on sait jamais, hein. Écoutez, à la prochaine. Et encore merci donc d'être là depuis un an. Et c'est un plaisir que je partage avec vous, j'espère, de pouvoir parler de films, de tout et rien comme ça dans les films, en mode impro, sans préparation. Et ça permet des débats et des analyses parfois beaucoup plus profondes qu'on puisse l'imaginer, parce que quand les mots viennent, les idées s'amènent aussi, et puis on en arrive à des belles discussions, que ce soit en commentaire ou en privé d'ailleurs. Allez, à la prochaine, ciao.